Alors, on va évoquer le numérique, mais on est dedans, vous l'avez bien noté, les unes et l'autre, si je puis me permettre. Voilà. Pour une fois que la parité est respectée, je le souligne. Les uns et les autres, nous sommes dans le numérique depuis le début de cette journée, bien sûr. Je voudrais vous présenter Valérie Peugeot, qui est vice-présidente du Conseil national du numérique. Vous êtes, au départ, vous, quelqu'un qui essaye de voir loin, je ne sais pas si on peut dire une chercheuse, si vous êtes une chercheuse, et une prospectiviste chez Orange. Ça, c'est votre métier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que je passe mon temps à scruter les changements de la société, qu'ils soient d'ordre technologique, économique, sociétaux, sociaux, pour le groupe Orange. Pour le groupe Orange, mais de façon très large, c'est-à-dire que ça peut être des changements qui sont très loin du cœur de métier de l'opérateur, mais qui lui permettent de comprendre la transformation du monde dans lequel il est un acteur majeur, évidemment. Et alors, vous êtes présidente d'une association, là c'est votre côté militante, pour qu'on s'approprie tous, en quelque sorte, les changements du numérique, ce que ça veut dire. Cette association s'appelle VECAM, et donc sa mission, c'est de donner aux citoyens les moyens de s'interroger, de comprendre, de débattre, de s'approprier donc les transformations du numérique. Alors le Conseil national du numérique, d'ailleurs, on peut peut-être dire ce que c'est. C'est un organisme qui conseille les pouvoirs publics, en fait. Très exactement. Nous sommes saisis régulièrement par le gouvernement, ou parfois nous nous auto-saisissons pour l'aider dans ses stratégies en matière de numérique. Donc nous produisons régulièrement des recommandations sur des sujets aussi variés que l'école et le numérique, l'insertion et le numérique, mais des questions aussi très économiques. Et récemment, nous avons, tout au long de la fin 2014, début 2015, nous avons préparé ce qui aujourd'hui est le projet de loi numérique qui a été mis en débat par la ministre Axelle Lemaire samedi dernier et à laquelle vous pouvez contribuer. C'est une première en France. On va y revenir. Je vais vous présenter Lisa Lopez. Vous êtes directrice du pôle priorité de santé de la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles. On dit la FEGAPI. C'est ça, très bien. Et on va voir pourquoi vous intervenez précisément sur le numérique. Bien alors, François Jacquin, je dois dire que vous êtes gérant de la société coopérative d'intérêt collectif, la COP, mais la COP Radio. Et alors, je suis d'autant plus heureux de vous accueillir ici, parce que je suis un homme de radio aussi, j'ai commencé ma carrière dans ce domaine. Et la radio, c'est un univers qui est en plein mouvement. Et la grande idée que vous allez développer ici, c'est notamment que la radio associative, la radio de l'économie sociale et solidaire, non seulement elle existe encore, mais elle est assez vivante, et surtout elle veut être à la pointe, elle veut être devant l'évolution technologique du secteur. Et on va voir comment ça s'inscrit dans ce dispositif. Valérie Peugeot, je voudrais qu'on commence peut-être par une description un petit peu plus précise de ce qui est en train de changer. La mutation en cours. On nous dit, à la fois, on peut tous en profiter, mais en même temps, on voit tous que tout ce qui va être répétitif, par exemple, sont les emplois qui vont disparaître. On est en train tout de même de s'inquiéter de voir des machines réaliser, y compris du lien social. Alors, la mutation qu'on est en train de voir arriver ou qui se réalise déjà, c'est quoi ? Alors, je ne vais pas vous décrire toutes les mutations liées au numérique, parce que ça serait un petit peu long pour ce matin. On va rester sur les questions liées au travail. En fait, il y a deux grandes mutations, ou plutôt parlons de controverses en ce moment autour du rapport travail et numérique, qui convient de bien découpler, parce que les médias ont tendance à les mélanger, et en fait, elles posent des questions différentes. La première controverse, elle est effectivement, vous l'avez évoqué, sur la substitution de l'homme par le numérique. C'est une question qui n'est pas nouvelle. Rappelez-vous, les Ludites en Angleterre en 1811-1812 posaient déjà cette question à l'époque avec les machines qui venaient remplacer l'humain, les machines à tisser. Et on l'a vu revenir dans le débat politique régulièrement, notamment en France. On l'a vu au début des années 80. On l'a vu revenir au moment du débat sur la réduction du temps de travail. Et c'est donc la question de ce qu'on appelle la fin de l'effet Schumpeter, c'est-à-dire l'idée que régulièrement l'économie déplacerait les emplois d'un secteur à un autre. On est passé de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie au service. Et donc certains font l'hypothèse qu'aujourd'hui, non, il n'y a pas un quatrième secteur. Et donc cela veut dire que structurellement, nous n'aurions plus besoin de la même quantité de travail humain. Je dis bien travail au sens générique, peu importe que ce soit sous forme d'emploi ou pas, on verra après. Nous n'aurions plus besoin
besoin de la même quantité de travail pour réaliser les biens et les services dont nous avons besoin les uns et les autres. Alors, cette question-là qui n'est pas nouvelle, pourquoi est-ce qu'elle revient sur le devant de la scène? Elle revient parce qu'on a effectivement avec le numérique, l'immatériel, toute une génération d'outils qui semblent accélérer ce mouvement de remplacement, et notamment tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que cela revient porté par des acteurs différents. En France, dans les années 90, au moment du débat sur la loi Aubry, etc., grosso modo, c'était un certain nombre de mouvements militants, d'intellectuels qui portaient ces questions-là. Aujourd'hui, ce sont les acteurs de la Silicon Valley qui nous les apportent. Et c'est eux qui disent, attention, on va avoir structurellement moins besoin de travail et d'emploi. Donc ça change la couleur du débat. Et la deuxième, je reviendrai après un peu plus sur l'exposé de la controverse, mais le deuxième débat, lié au numérique, c'est dans quelle mesure cela déplace le travail du monde salarial à l'extérieur du monde salarial. C'est-à-dire qu'on sortirait du salariat. Mais c'est un deuxième débat et il faut vraiment bien les différencier parce qu'on peut imaginer... l'activité est le même et il y a le cadre social et juridique du travail. Exactement. Ouais. Et sur la question de l'activité, pour revenir sur la controverse, depuis ce matin, j'entends, puis c'est le titre de la journée, hein, j'ai entendu plusieurs personnes dire le numérique va créer de l'emploi, le numérique va créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Évidemment, il crée de l'emploi à certains endroits. Il en casse beaucoup ailleurs. Il en crée à certains endroits, il en casse ailleurs. La question, c'est est-ce qu'on est dans un jeu à somme nulle ou est-ce que finalement, c'est un jeu à somme positive ou négative? Et aujourd'hui, les simulations vont dans tous les sens. On a des grands cabinets de conseil comme Roland Berger, par exemple, qui prédisent une destruction massive d'emplois. Mais vous avez aussi des contre-études. Oui, mais alors, au fond, bon, on n'a pas le choix. C'est une réalité qui s'impose à nous. Mais c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Enfin, comment vous... Alors, ça peut être les deux. Ça dépend comment on s'y prend. Comme toute transition... ça dépend si on se donne les moyens de l'accompagner ou pas. Alors, si on est dans l'hypothèse qu'on serait effectivement sur la fin de cet effet Schumpeter, on peut le prendre comme une très bonne nouvelle. Hein. Rappelez-vous, Marx disait que finalement l'horizon pour l'humanité, ça serait d'être libéré d'une forme du travail et de ne garder que les activités qui nous passionnent, qui apportent du sens à notre vie. Donc ça serait une excellente nouvelle. Le problème, c'est le chemin pour arriver jusque-là. Et la question principale, c'est, je dirais plus que le financement, c'est la question de la redistribution des revenus. Hein, donc si le travail n'est plus la courroie de redistribution principale, à ce moment-là, comment est-ce qu'on répartit comment on gagne sa vie et comment les profits faits par des robots à un endroit à ceux qui les posséderont peuvent être redistribués aux autres. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a déjà une transformation des modèles de redistribution où le travail a de moins en moins de place au profit du patrimoine. Je ne vous refais pas Piketty. J'imagine vous avez tous ou lu son ouvrage ou entendu parler de ses propos. Mais, oui, 700 pages. On a 700 pages. Oui, je vous fais réciter après. Donc, on a déjà une transformation de la redistribution des revenus aujourd'hui, dans un sens. La question, c'est quelle redistribution on invente dans l'hypothèse où le travail ne pourrait plus être au cœur de cette redistribution. Alors là-dessus, il y a 6 différentes hypothèses, différents scénarios. Certains évoquent, et c'est l'hypothèse, on pourrait dire de long terme un peu radicale, vous entendrez parler en ce moment beaucoup du revenu de base, du revenu de citoyenneté, du revenu contributif, qui sont des approches un peu différentes. Si on a le temps, j'expliquerai les nuances, mais l'idée qui est en train d'être expérimentée en ce moment en Finlande, si je ne m'abuse, c'est que chacun d'entre nous puisse disposer d'un revenu minimum qui serait un revenu de survie indépendamment d'un revenu salarial. Hein, donc, ce qui n'empêcherait pas les uns et les autres après de compléter ce revenu de minimum par des activités rémunérées dans d'autres cadres. Donc ça, c'est une des pistes. Et le statut d'intermittent des spectacles qui a été tellement détricoté au cours des dernières années, est une source d'inspiration là-dessus, puisqu'il fonctionne déjà un peu dans cet esprit-là. Donc ça, c'est l'horizon de long terme, mais là aussi, entre notre système actuel et le chemin vers un revenu de base, il y a beaucoup de travail à penser ensemble. Et puis, une autre piste qui vient du monde du numérique, cette fois-ci, consiste à dire aujourd'hui, les grandes entreprises du monde du numérique, ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc.,
ces grandes plateformes, finalement, elles créent leur richesse sur nos usages. Pourquoi? Parce qu'elles passent leur temps à récolter nos traces et elles monétisent ces traces sous forme de publicité, hein, pour faire très bref. Et donc, certains auteurs ont dit, puisqu'ils créent de la richesse à partir de notre activité, ce qui est une forme de travail finalement, notre travail sur le web, conscient ou inconscient, on n'est pas forcément très lucide sur cette contribution qu'on fait à la richesse des GAFA, eh bien puisque cette forme d'activité crée de la valeur, on doit aussi imaginer une forme de redistribution appuyée sur cette création de richesse-là. Et donc je vous renvoie là, il y a eu un rapport qui est sorti il y a 2 ans et demi par 2 auteurs, 2 hauts fonctionnaires qui s'appellent Colin et Colin, c'est un hasard, mais qui ont ouvert la réflexion sur cette piste-là. Et aujourd'hui même, je crois, sort un ouvrage de 2 chercheurs, un de mes collègues, Dominique Cardon et Antonio Casilli, sur ce qu'ils appellent le digital labor, c'est-à-dire donc le travail numérique. Et eux aussi ouvrent des pistes sur comment on peut réinternaliser cette forme d'activité dans le monde du travail. Oui, mais dans le monde du travail actuel, parce qu'on continuera à avoir une activité qui sera un travail parfois et pas forcément un emploi en CDI dans une entreprise. Et justement... alors c'est la deuxième Oui, alors justement, parce que je voudrais que vous reveniez un peu à la réalité actuelle. C'est-à-dire que ce que vous nous permettez de voir, c'est un peu à long terme. C'est cette réflexion, et c'est bien de nous y associer, et je vous en remercie. Mais à court terme, là, en ce moment, dans ce qui est de l'activité, comment fonctionnent les transformations, première question, et notamment dans l'activité salariale, le salariat. En quoi est-ce qu'il est en train de muter ? Alors juste sur le premier point, effectivement, elle est à long terme, mais elle est tellement complexe que si on ne se donne pas les moyens de la penser dès aujourd'hui, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on le fait. Mais alors, sur votre deuxième question, effectivement, c'est la deuxième controverse que j'évoquais en introduction. Aujourd'hui, on voit le numérique s'introduire dans notre économie en déportant un certain nombre d'emplois en dehors du modèle salarial. Plusieurs raisons à ça. D'une part, ce qu'on appelle, donc vous avez beaucoup entendu parler depuis 2-3 ans, ça a fait la une des journaux un peu partout, ce qu'on appelle la consommation collaborative, hein, donc ces nouvelles plateformes qui mettent en relation des particuliers avec des particuliers, et le particulier n'est plus seulement en position de consommateur, mais il devient aussi un offreur. Et il met à disposition à la fois un capital, ça peut être sa chambre d'amis sur une plateforme de type Airbnb ou autre, ça peut être sa voiture lorsqu'il loue sa voiture sur un service comme Drivey ou Wicar de particulier à particulier. Donc vous voyez, l'individu prend une double posture consommateur-offreur. Et donc on externalise une partie de l'activité économique vers l'individu. Et donc du coup, évidemment, ces acteurs-là, ils désintermédient des acteurs traditionnels. Vous avez tous vu le conflit des taxis et Uber, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a la même problématique avec les chambres d'hôtes, l'hôtellerie et les Airbnb, etc. Il y a plusieurs secteurs qui sont comme ça, qui se vivent comme étant désintermédiés par ces nouvelles plateformes. Et ces nouvelles plateformes, quand on regarde de près les chiffres, créent très très peu d'emplois. Évidemment, puisque l'essentiel de l'activité est à l'extérieur. Donc ça, c'est une première difficulté où on crée finalement une forme de travail plus ou moins informel, une zone grise d'activité. Alors, il faut nuancer. Hein. Quand je loue ma chambre d'amis 4 fois par an pour 3 soirs, bon, on est à la marge. La concurrence avec le monde de l'hôtellerie est relativement faible. Et on peut imaginer aussi que ce ne soit même pas vraiment une concurrence, puisque ça va permettre à des gens qui ont très peu de revenus, qui ne seraient pas allés à l'hôtel, de voyager à bas coût. Donc l'impact économique reste à évaluer. Voilà. Même, ouais. Oui, mais l'impact économique reste à évaluer. Donc il faut être très nuancé, hein, parce qu'on parle beaucoup d'un terme, moi, qui me hérisse un petit peu, le terme d'ubérisation. On ramène tout sur Uber. Uber est le modèle caricatural de cette économie collaborative. Mais il y a plein d'autres services de la consommation collaborative qui sont plus nuancés. Et donc, effectivement, le modèle extrême, c'est quand on crée de l'emploi, enfin, on crée une activité pour des gens qui sont complètement en dehors de la protection sociale, qui ne disposent d'aucun droit. Là aussi, avec des nuances. Si vous prenez Uber, c'est effectivement une activité qu'on pourrait dire presque du travail au noir, hein, mais en même temps, ça n'a pas que des effets négatifs. Ça permet à des tas de jeunes, notamment, qui ne trouvent pas de place chez les employeurs parce que
visage ne revient pas. Hein, et donc, si certains d'entre vous ont déjà utilisé les services d'Uber, vous verrez que 9 fois sur 10, le chauffeur est d'origine immigrée. Donc, ça amène aussi du travail à des gens qui sont des laissés-pour-compte aujourd'hui du marché de l'emploi. Donc, ce n'est pas que négatif. Bon. Donc, ça, c'est une première raison. La consommation collaborative qui pousse en dehors. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de plateformes qui vont chercher de l'intelligence partout sur la planète pour créer des services. Par exemple, des plateformes sur la création de logos. Au lieu d'aller vous adresser à l'agence locale du coin pour la création de logos, au graphiste du coin, vous mettez votre offre sur une plateforme et ça va être un graphiste au fin fond de l'Inde ou je ne sais où qui va voilà. Et le graphiste au fin fond de l'Inde, lui, n'a pas dans le système salarial. Donc on est en train de créer une place de marché, de marché du travail complètement déterritorialisée et qui évidemment tire au moins offrant à celui qui a le moins de protection sociale, qui coûte le moins cher, etc., etc. Voilà. Et donc le numérique participe de tous ces phénomènes-là. Sur le salariat, on voit bien aussi résister en Californie même, hein, à Uber par exemple, et on sait qu'ici, en effet, plus de souplesse permet d'intégrer un certain nombre de jeunes qui n'étaient pas encore assez compétents ou formés pour devenir des chauffeurs de taxi à l'ancienne, avec tout ce que ça impose, parce que l'État a des règles très précises, et qui pourtant sont déjà en train de faire un peu ce métier. Mais c'est vrai, souvent ils sont auto-entrepreneurs, et ils se font payer comme ça par l'entreprise qui, elle, possède les voitures, et qui se met dans le circuit par le logiciel Uber. Bon, vous voyez, il y a plusieurs étapes comme ça. Donc on a quand même de fait modifié les façons de financer la protection sociale, puisqu'ils ne les financent quasiment pas, les façons de donner des droits, puisqu'ils n'en ont quasiment plus. On change les rapports sociaux aussi, on change les rapports de force, mais au bon sens du terme. Oui, en fait, si on essaye d'apporter une réponse à cette évolution, il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier scénario, c'est on essaye de ramener tout ça dans le giron de notre modèle social actuel. Et on voit bien que c'est très compliqué parce que notre modèle social actuel, il a ces formes de rigidité qui ne répondent pas aux spécificités de l'économie numérique. L'autre approche, c'est de dire comment on réinvente une protection sociale qui se fasse à la fois dans et hors du modèle salarial. C'est-à-dire qu'on va tous progressivement, très probablement, aller vers des formes d'hybridation de notre activité. On aura soit tout au long de la vie, soit à un moment donné de notre vie, on va devoir combiner un bout de travail salarial, un bout de travailleur en indépendant ou en auto-entrepreneur et un bout d'activité bénévole. Et donc tout ça devrait rentrer, on devrait imaginer un dispositif, certains commencent à y réfléchir, hein, je vous renvoie notamment au rapport Mettling, mais il y a d'autres rapports en préparation en ce moment. Imaginez un système de droits qui suivent la personne tout au long de sa vie, quel que soit son statut, qui puisse emporter avec lui et qui puisse hybrider. Aujourd'hui, on est effectivement dans des systèmes complètement en silo, ça a été dit ce matin à d'autres sujets. Par exemple, vous prenez un intermittent du spectacle, il n'a pas le droit d'être en même temps à la maison des artistes et de se faire payer via la maison des artistes. Il doit rester dans son statut d'intermittent du spectacle. Il faut sortir de ces silos-là. Donc il faut arriver à hybrider les parcours. C'est ce que les mutuelles, par exemple, ou les instituts de prévoyance et aussi les assureurs ont essayé d'obtenir dans la continuité des droits au fur et à mesure, une sorte de continuum qui est la portabilité, comme dit le secteur, hein, portabilité des droits. Il faut donc réinventer des comptes personnels, au fond, de droits sociaux, comme on a inventé le compte pénibilité. Tout à fait, et comme on a aujourd'hui un compte personnel sur la formation, le compte DIF, et donc l'idée c'est de pouvoir étendre ce compte personnel sur l'ensemble de nos droits sociaux. Alors, mais je reviens quand même sur un point que vous avez soulevé, qui est la question du rapport de force. Parce que il faut bien se rendre compte que... Employeur-employé. Employeur-employé. Vous avez aussi tout un courant qui dit finalement, tous travailleurs indépendants, c'est formidable parce qu'on va sortir de ce rapport qui n'est pas toujours très très drôle, employeur-employé, ce lien de subordination, on va l'évacuer. Et notamment, c'est une demande qui vient beaucoup des travailleurs du numérique, si je puis dire, qui ne se retrouvent pas dans l'entreprise classique telle qu'on l'a connue, avec sa journée de travail qui est fermée le soir, etc., etc. Donc il y a une demande qui tire aussi vers plus d'autonomie, plus d'agilité, plus de possibilités d'avoir une porosité entre sa vie personnelle et sa vie de travail, etc.
elle existe, on ne peut pas la nier. Mais toute la question, c'est il ne faut pas la porter avec naïveté. C'est-à-dire que certains disent c'est formidable, on se débarrasse du lien de subordination. Non, on le reconstruit, il ne porte pas ce nom, mais on le reconstruit en dehors du cadre de l'entreprise, et on le reconstruit entre le fournisseur et le commanditaire. Et là, le rapport de force, aujourd'hui, évidemment, il est en faveur du commanditaire. Et donc aujourd'hui, c'est comment on réinvente des collectifs. Et là, évidemment, l'ESS a beaucoup de choses à dire, au vu de son histoire, comment on réinvente du collectif pour reconstruire du rapport de force qui permettent aux salariés qui ne sont plus salariés, aux travailleurs, de défendre leurs droits en dehors du modèle salarial. Et là, les syndicats sont... en Allemagne, ça bouge un petit peu. IG Metall a commencé à faire des propositions pour protéger les travailleurs du crowdsourcing, mais on n'en est qu'aux prémices, et il faut vraiment qu'on aille vers là. Et puis une dernière chose quand même, si je peux rapidement, encore, parce que quand même, c'est à la fois passionnant d'avoir quelqu'un comme vous qui a une vision globale et qui, pour nous présenter un peu la vision, mais je voudrais qu'on rentre dans le concret aussi avec la façon dont, très positivement, qu'il s'agisse du handicap ou de la radio aujourd'hui associative, on cherche à être à l'avant-garde du numérique. Non, mais juste parce qu'on est quand même dans le monde de l'économie sociale et solidaire, je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, je pense au CAE, aux coopératives d'activité et d'emploi, qui sont un début de réponse à cette question-là, puisqu'ils permettent à des travailleurs indépendants de retrouver du collectif. Comment ça marcherait, ce système de ces... Ce sont des scopes, mais qui sont dédiés aux travailleurs indépendants. Et la différence avec une boîte de portage, où la boîte de portage, elle prend son pourcentage et puis c'est tout. La CAE, la coopérative d'activité et d'emploi, elle essaye vraiment de recréer un cadre collectif, de permettre aux différents travailleurs indépendants de retrouver de la protection sociale et de travailler ensemble. Donc ça, c'est une des pistes. Évidemment, c'est absolument pas la réponse à l'ensemble des problématiques que je viens de soulever, mais je pense que... Non, mais c'est un outil intelligent pour essayer de créer une dynamique collective alors qu'on est indépendant, quoi. Et puis, bon, le reste après. Le reste après. Bon, après, on va m'accuser de vous avoir coupé trop vite la parole. Mais non, mais je pense qu'il faut... alors, on vous laisserait parler longtemps, mais je trouve que ce que font Lisa Lopez et François Jacquin est très pertinent aussi. Alors, justement, dans le monde du handicap, comment on a intégré et on essaye d'être en avant sur la question du numérique. Lisa Lopez. Bonjour à tous. Déjà sur cette question, la FEGAPI s'intéresse depuis 2010 au lien entre les innovations et les postures professionnelles et l'évolution des métiers. On a mis en place des groupements de priorité de santé qui réunissent des têtes de réseau, mais aussi des associations gestionnaires adhérentes et des experts professionnels. Et on essaie de plus en plus aussi de donner la parole au sein de ces groupes à des personnes en situation de handicap mental. Sur la question du lien entre les nouvelles technologies et l'évolution des métiers, on a fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est que finalement, ces nouvelles technologies s'imprègnent dans notre vie quotidienne. Deuxième constat, au sein de nos établissements et de nos services, les nouvelles technologies incarnent surtout finalement les systèmes d'information et sont utilisées comme des outils de gestion, d'optimisation et de fluidité. Pour autant, de plus en plus, des associations gestionnaires, des établissements cherchent à travailler avec les nouvelles technologies pour développer des capacités innovantes nouvelles, mais aussi développer des expérimentations, expérimenter de nouvelles pratiques professionnelles. Donc pour être vraiment très concrète, et si vous me le permettez, je souhaiterais vraiment pouvoir illustrer mes propos en vous présentant les résultats d'une expérimentation qui a été pilotée par la FEGAPI en lien et avec le soutien financier d'AG2R, la mondiale. L'objectif en fait de cette expérimentation, c'était de pouvoir former des professionnels, mais aussi des familles, des proches aidants dans l'accompagnement d'enfants avec autisme et autres troubles envahissants du développement. Et pour cela, d'utiliser des outils
des nouvelles technologies et des logiciels adaptés et spécifiques à la question de l'autisme. Donc pour cela, on a travaillé avec un éditeur qui s'appelle Learn&Joy. Et pour la petite histoire, Learn&Joy a été monté par Gaëlle Regnault. Gaëlle Regnault qui est la maman, déjà c'est une femme d'affaires impressionnante. C'est un petit bout de femme très énergique et qui veut faire bouger les choses. Et ensuite, elle a un petit garçon qui s'appelle Louis, qui a 6 ans maintenant et qui est autiste. Et un jour, il était confronté à quelques crises, il avait du mal, il était agité. Et finalement, il a pris une tablette numérique entre ses mains. Et là, il a commencé à pianoter. Il a trouvé finalement cet outil plutôt interactif, ludique, tactile. Donc il est passé de logiciel et d'application en application. Et il est resté concentré plusieurs minutes sur cette tablette. Et donc, du coup, Gaëlle s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour justement utiliser ce média à partir de logiciels adaptés, spécifiques et vraiment conformes aux méthodes éducatives qui sont recommandées par les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de la NESM pour pouvoir changer les choses. Santé, voilà, exactement. Donc, concrètement, la FEGAPI avec AG2R a équipé des structures et a procéder finalement à tout un travail avec Learn&Joy sur ces logiciels. Donc ces logiciels, ils ont été faits par des scientifiques, mais aussi par et pour des professionnels de l'autisme, avec toujours l'idée d'être en lien avec les recommandations, mais aussi avec les programmes de l'éducation nationale. Mais ça représente combien d'établissements concernés? Ça représente combien de patients, je dirais, enfin patients de jeunes ou non, qui sont touchés par cette difficulté? Alors aujourd'hui, on a commencé par une expérimentation sur 30 établissements, et puis on a travaillé sur la consolidation au bout d'1 an. Donc on a étendu l'expérimentation à une autre dizaine d'établissements. Donc aujourd'hui on a concrètement 30 établissements qui sont équipés d'iPad, qui sont équipés de ces logiciels. Ça veut dire aussi 100 professionnels qui sont formés, parce que la question de la formation est véritablement fondamentale. Ça veut dire aussi 55 familles qui sont également formées, et ça veut dire aujourd'hui 124 enfants qui sont bénéficiaires de ce dispositif. On voit bien, parce que finalement tout à l'heure on voyait, Valérie Peugeot, dans la Silver Economy, la question est venue sur l'emploi et nous a amené directement à notre discussion. Mais les réponses, Luc Broussil disait, oui, non mais attendez, le parcours lumineux, les nouvelles machines de domotique, non, c'est pas ça qui casse. Le robot ne sera pas perçu tout de suite comme un aidant réel, humain. Bon, et là aussi, vous venez de faire une démonstration très concrète d'une adaptation du numérique qui s'inscrit, qui n'a mis à la porte personne là, dans ce contexte. Non, et en fait, on mesure aujourd'hui les impacts, notamment au niveau des professionnels et des familles, dans un premier temps. C'est-à-dire que finalement, le bilan de cette expérimentation est relativement positif et a permis de faire évoluer les postures. C'est-à-dire que les familles et les professionnels, par le biais de ces formations, mais aussi par le biais d'actions de supervision, se sont appropriés finalement des méthodes éducatives. Ils ont travaillé de façon collaborative ensemble et comme partenaires, c'est-à-dire qu'ils travaillent véritablement ensemble à partir de ces outils, à partir de ces méthodes. On voit bien qu'au sein même des structures, il y a une nouvelle dynamique institutionnelle qui s'est créée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels se concentrent plus sur des activités à forte valeur ajoutée. Ils ont redéfini leur planning et leur façon de travailler. Ils travaillent beaucoup plus en individuel avec l'enfant, sur des séances de 2-3 séances par semaine. Après, ça dépend, ça peut être 20 minutes, ça dépend beaucoup de l'enfant. Donc il y a vraiment un travail collaboratif qui s'instaure, une évolution aussi des postures professionnelles. Il y a aussi un travail ensemble sur l'évaluation. C'est-à-dire autenter, et là on va faire l'impact aussi sur, si vous me laissez juste une toute petite minute. Je suis bavarde, je suis désolée. Non, mais j'ai envie de dire, si j'osais, c'est que du bonheur. Quoi. Alors quand est-ce qu'on le rend national? C'est pas mal de bonheur, je vous avoue que c'est vraiment pas mal de bonheur. Et quand est-ce qu'on rend ça national? Alors, attendez, parce que juste, je voudrais finir quand même sur les impacts. Allons-y, et après, petit parce qu'on a envie tous d'en bénéficier. Voilà, ce petit suspense sur la stratégie à mettre en place pour effectivement, là c'est un point très crucial, mettre en place cette généralisation au niveau national, parce que c'est quand même le rôle aussi de la fédération. Donc merci de me poser cette question. Mais pour revenir quand même sur l'impact professionnel, famille et enfants, ensemble ils travaillent sur l'évaluation
en temps réel des progrès de l'enfant. Et de manière très simple, très ludique. Ça permet aux professionnels de regarder les progrès qui ont été réalisés par l'enfant, de pouvoir adapter les projets personnalisés. Ça permet aussi aux familles d'intégrer le travail qui a été fait dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'en gros, comme tous les parents, ils aident les enfants à faire leurs devoirs, mais cette fois-ci, il y a une vraie continuité dans l'accompagnement. Et puis pour l'enfant, ça lui permet d'avancer pas à pas avec un outil qui est parfaitement adapté. Et puis surtout, ça peut lui permettre d'être en lien également avec, et de favoriser le passage peut-être d'une structure plus spécialisée en milieu de vie ordinaire, c'est-à-dire à l'école. Parce qu'en plus, ce sont des logiciels qui sont vraiment adaptés à ces programmes et qui produisent des livrets scolaires. Voilà, maintenant, la question cruciale, c'est la question de la généralisation. Parce qu'aujourd'hui, on a expérimenté, on a consolidé, on a modélisé. Comment est-ce qu'on fait finalement pour pouvoir étendre ce dispositif ? Et là, aujourd'hui, on travaille, alors c'est pas moi personnellement qui travaille sur cette dynamique, c'est mon président Guy Agege et ma directrice générale Muriel Vidalinck qui mènent en ce moment une campagne de sensibilisation des autorités de tarification et de contrôle pour pouvoir les sensibiliser et leur faire connaître ces outils pour que les établissements qui sont intéressés et qui souhaitent intégrer ce dispositif dans leur projet d'établissement puissent effectivement être aidés. Comment réagissent les parents? C'est-à-dire que, bon, vous nous avez décrit très bien tout ça, mais humainement, aujourd'hui... Les parents, c'est un changement de posture aussi. C'est un changement de posture pour les professionnels, parce qu'ils travaillent beaucoup plus en collaboration avec les parents, parce que c'est un facteur aussi qui est motivant. Donc même en termes de politique RH, c'est intéressant. Il y a une grosse fracture numérique. Il faut savoir, en France, et nous, on a été confrontés à cette problématique-là. Donc, les formations servent aussi et permettent aussi de pouvoir changer leurs pratiques. Et pour les parents, c'est un changement de posture qui est énorme. Ils sont acteurs de l'accompagnement de leur enfant. Ils ne sont pas sur le côté, ils ne sont pas en train de se dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais communiquer avec mon enfant. Ils arrivent à mieux communiquer, à avoir des interactions avec leurs enfants, et c'est un bonheur qui est vraiment On a bien compris que partagé. pour la généralisation, c'est le nerf de la guerre qui compte. Oui, oui, et j'espère que Guy Agege vous emmène avec lui quand il faut négocier avec Marisol Touraine, parce que si avec tout ça, elle n'est pas convaincue... mais Guy Agege est toujours force de proposition, et moi je suis là pour l'aider, mais c'est une boutade. Alors, je voudrais qu'on vienne à la radio numérique. Merci Lisa Lopez, on y reviendra dans un instant. Mais alors, vous êtes ingénieur, vous, en particulier, vous avez travaillé sur tout ce qui est émetteur, enfin émission, et puis vous avez petit à petit, vous êtes intervenu dans la radio et dans la radio associative et dans la radio numérique. Les médias aujourd'hui, on le voit bien avec la presse écrite, qui font au soleil parce que on va, avec le concept, on pourra en parler avec Valérie Peugeot, que tout serait gratuit, et que l'information est gratuite. On va, par exemple, beaucoup trouver de l'info par Internet, et donc on achète moins de journaux. Ok, pour ne parler que de ce premier média. Mais les autres médias aussi sont concernés. Et la radio est en train de vivre, présentez-la nous, une révolution, à cause du numérique et de la technologie. Oui, alors bonjour à tous. La radio associative, c'est 600 radios, c'est 3000 emplois, c'est un syndicat professionnel, le SNRL. Qui appartient à l'UDESC. Qui appartient à l'UDESC et qui se pose la question depuis quelques années, comment évoluer avec la numérisation qui arrive, numérisation des tuyaux, changement des habitudes et changement des usages. Donc, je vais essayer de vous présenter la démarche qui a été mise en place depuis 2008 quasiment, sur comment anticiper la numérisation pour éviter la casse sociale et la perte d'emploi sur ces 3000 emplois des 600 radios. Donc, la pression est terrible. On a une pression à la fois sur l'audience, puisqu'en fait, Internet, c'est un média qui ouvre de nouvelles possibilités d'usage de son cerveau, et donc du temps de consommation de cerveau, et donc moins d'écoute de radio. Une pression sur les revenus, au moins à deux titres. Internet, c'est aussi un nouveau segment de marché publicitaire, donc ça diminue les parts de marché publicitaires sur la radio. Alors pour les radios associatives, c'est assez marginal, c'est beaucoup plus faible que pour les radios privées, mais la radio, c'est un secteur qui marche ensemble. On n'a pas les radios associatives qui vont survivre au numérique et les grands réseaux qui vont s'effondrer. C'est où tout le monde passe, où tout le monde perd. Oui. Ou on crée un nouveau public qui écoute la radio chez les nouvelles générations, ou pas, et il n'y aura plus de radio. Une nouvelle radio, peut-être. Mais en tout cas, il faut que le public accompagne le vieillissement aujourd'hui de l'audience de la radio. Est significatif que si les jeunes ne se remettent pas à une nouvelle consommation
et quitte 10 heures par exemple, je fais un appel du pied à ma voisine, mais pour revenir vers la radio, on peut avoir un vieillissement qui avec le temps deviendra une obsolescence de la radio. Ouais, c'est ça. Une disparition de la radio dans son ensemble s'il n'y a pas un nouveau public pour ça. Voilà. Alors la gratuité, je suis d'accord, il n'y a pas de vraie gratuité dans l'Internet, hein, mais le piratage a été une vraie gratuité, donc le piratage musical qui a amené de nouveaux modes de consommation de la musique et qui amène aujourd'hui des streamings payants. Donc en fait, il n'y a jamais eu de vraie gratuité. Il y a eu une amorce de gratuité qui s'est transformée en payant. Ouais. Et seule la radio, aujourd'hui, est vraiment gratuite. Alors elle se finance quand même par un modèle publicitaire. Hein. Faut appeler un chat un chat. L'argent, il en faut pour vivre. Hein. Mais le modèle est un modèle gratuit pour l'éditeur, ce qui veut dire que c'est accessible à tous. Ça fait partie des valeurs quand même des radios associatives, mais ça fait partie des valeurs de la loi de 86 sur les médias, ou la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Fondamentalement, il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'information, puisse avoir accès à des divertissements, pour donner une certaine cohésion sociale à la population. Et c'est là que les nouveaux usages amènent des changements aussi de l'audience, qui sont qui exercent aussi une forte pression. L'interactivité, aujourd'hui, c'est un usage que toutes les jeunes générations exigent. On ne peut plus faire de la radio passive. Donc toutes les radios sont passées en streaming. Toutes les radios offrent des compléments sur Internet. Mais ces compléments ne rémunèrent pas. Le streaming, c'est aller chercher sur le site de la radio en question l'émission passée, comme France Culture, qui a gagné beaucoup, par exemple, en audience grâce à ça, mais aussi, voilà, sans avoir le chargement. Voilà. Ouais. Ou en streaming, alors en streaming, c'est en temps réel, en téléchargement, c'est en temps différé, mais en gros, on va chercher sur Internet des contenus de radio pour les écouter quand on veut et comme on veut. Exactement. Donc ça, c'est devenu une obligation, mais le poste que les gens ont dans la poche, c'est un smartphone qui a un coût. Dès qu'on fait du débit, dès qu'on écoute la radio. Donc, est-ce que c'est un modèle qui est adapté sur le long terme de la radio ? Attendez, je voudrais que vous nous précisiez à ce stade, ok, on est dans ce mouvement, qu'est-ce qui est en train de changer ou qui va peut-être changer ? C'est quoi la radio de demain, la radio numérique ? C'est quoi la mutation en cours ? Je voudrais qu'on y vienne. Je vais juste terminer sur un point, vous m'excuserez, puis j'irai plus vite sur la suite. La principale évolution, c'est plutôt dans le lien social et dans la qualité de l'information et du lien social. La radio, c'est un média social qui, dans les années 80, était l'innovation, qui est la liberté par rapport aux grandes ondes, aux ondes moyennes, les anciens réseaux périphériques. Et ça agrège des groupes, en particulier pour les radios associatives, soit sur des tendances culturelles, des choix culturels, soit sur des choix communautaires. On a des radios arméniennes, juives, arabes, qui sont diffusées sur Paris, que vous pouvez tous écouter, même si vous êtes d'une autre confession que le programme. Et l'Internet, ça personnalise. Et en fait, ça fait une ségrégation de l'audience, d'autant plus que le contenu d'Internet est hiérarchisé par des moteurs de recherche ou des usages, enfin des sociétés privées qui, dans des buts commerciaux, dans des buts techniques, dans des buts politiques, vont faire des choix. Donc la grande question, la grande évolution, c'est comment les radios locales, alors pour revenir à notre sujet et passer au numérique, comment les radios locales qui ont un objectif de proximité, de diversité, de pluralisme, de culture, qui est régulé, qui permet justement d'avoir en FM une diversité sur Paris. Vous avez une quarantaine de radios sur Paris de toutes les confessions et tendances qu'on peut imaginer, y compris commerciales et privées, hein, surtout même. Comment les radios associatives qui ont un but et un financement de proximité auprès des collectivités pour faire de l'information locale spécifique vont-ils survivre dans l'immensité d'Internet ? Et là où les grands groupes de radio, les grands groupes même de télévision, les grands groupes médias en général, la presse se pose des questions sur l'Internet de comment survivre sur le moyen long terme, comment est-ce qu'un petit acteur de l'ESS, radio locale avec 10 bénévoles ou 20 bénévoles qui est dans sa campagne va survivre ? Il y a un point, c'est que dans la façon dont vous nous en parlez, vous avez l'air de considérer comme implicite le fait que les radios émettrices dans les ondes vont disparaître pour n'être plus que des radios sur Internet. C'est là où je voulais vous poser la question. Qu'est-ce qui est en train de changer ? La radio de demain, c'est quoi ? C'est plus que sur ordinateur ou sur smartphone ? Ou c'est la radio classique qu'on prend sur un poste par les ondes ? Alors, la radio, il faut savoir qu'elle a un cycle... Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Voilà, on va faire de la technique maintenant, mais simplement, rassurez-vous. La radio a un cycle d'innovation d'une trentaine d'années. Dans les années 20, ça remonte à loin, vous avez les grandes ondes, que vous écoutez encore sur France Inter, hein, et puis 2-3 autres radios. Vous avez les ondes moyennes des années 50, donc c'était une régionalisation de l'information. Et on a la FM. Vous avez la FM dans les années 80, qui est une popularisation, on va dire, du média, et une diversification des éditeurs.
Et vous avez maintenant la numérisation qui est un changement de support technique, a priori. Les normes techniques de radio numérique datent de 92, c'est pas récent. Et pourtant, aujourd'hui, le numérique en radio, c'est un flou. C'est d'un côté ce qu'on appelle le streaming, donc l'envoi des flux à travers les réseaux des opérateurs de télécom, qu'il soit l'ADSL ou que ce soit le téléphone mobile. Et d'un autre côté, c'est la numérisation des ondes FM qu'on appelle la radio numérique terrestre. Donc on n'a plus aujourd'hui l'unicité du support technique qui permettait aux éditeurs de garantir que quand ils s'adressaient à un public, on était sûr qu'il l'avait. À l'inverse, on a multiplié les récepteurs, les capacités de réception, et c'est quand même bénéfique, on peut recevoir la radio partout, et de multiples façons. Maintenant, pour un petit éditeur, ou même pour un gros éditeur, on s'y perd. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au fond, ça change tout ça, puisqu'on ne peut plus garantir à la régie publicitaire une certaine quantité d'auditeurs, et bien ça change les modèles économiques. Voilà. Et ça rend très risqué l'avenir pour ceux qui font une radio modeste, mais très vivante, et qui demandent un minimum de moyens. Voilà. Et donc, comment vous abordez l'avenir? Comment vous essayez d'être devant pour justement avoir un système maintenant qui permette de garder des moyens à vos radios associatives? Alors, le premier constat qu'on a fait avec le CNRL, c'est que ça ne sert à rien de se battre frontalement en disant on n'en veut pas. Dire ça, c'est ne pas vouloir regarder ce qui se passe et se condamner à subir les évolutions et au bout d'un certain temps disparaître d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose, c'est, il ne faut pas oublier une chose, surtout même, ce sont les auditeurs qui font l'audience. Si les utilisateurs en veulent, il faut y être. Je prends l'exemple de la radio FM, Europe 1, RTL, ne voulaient pas, RMC ne voulait pas de la FM dans les années 80. En 86, ils se sont tous mis sur la FM. Aujourd'hui, ce sont eux qui font le plus d'audience en FM. Ils ont refusé un certain temps, ils ont vu la concurrence arriver, ils se sont organisés, ils ont réagi, ils sont toujours dans les leaders, même si c'est Énergie le leader et que c'est un nouvel entrant des années 80. La concurrence par la technologie n'est pas forcément néfaste et n'est pas forcément une condamnation. Donc on est parti du principe avec le CNRL de ne pas s'opposer, et la question c'est quelles sont les pistes, quels sont les partenaires, quelles sont la façon de procéder pour trouver une solution ou un positionnement technologique et social. Et alors, c'est quoi la solution? Alors, on a été voir des gens, parce qu'on n'a pas la taille d'Orange et on n'a pas un Orange Labs pour nous aider. Donc, on a été voir... Appel du pied au passage pour que vous les Non, aidiez. non, c'est pas un appel du pied, parce qu'on a d'autres partenaires. Là, je parle d'une boîte bretonne qui s'appelle Siradel, qui nous a éclairé un peu sur qu'est-ce que sont les médias en 2025. Alors, pourquoi on se projette en 2025? Vous allez me dire, c'est très prétentieux, 2025, on est en 2015. Déjà à 3 ans, on ne sait pas trop où on sera. 2025, c'est peut-être ambitieux. Les technologies ont des cycles de conception de 10 ans. Aujourd'hui, on définit la 5G qui sera normalisée en 2020 et qui sera en pratique en 2025. Donc aujourd'hui, travailler sur le... C'est demain, hein, quand même. C'est demain, dans 10 ans. Économiquement, c'est pas demain, il faut tenir 10 ans déjà. Alors, c'est quoi la 5G? Alors, la 5G, alors, je vais essayer de faire un résumé. En 3 mots, c'est l'ensemble des technologies de télécommunication qui seront unifiées sous un nom. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Simplement, les usages et les nouvelles technologies vont généraliser les communications à tous les objets que vous avez dans votre vie quotidienne. Ouais. Vous allez retrouver dans votre voiture votre smartphone qui va se connecter au tableau de bord, qui va servir de GPS ou fournir le GPS, tout en vous donnant l'infotrafic et la radio. Ça va être dans votre habitation, l'ensemble des objets connectés de votre frigo à votre plante qui vont dire j'ai besoin d'eau, il faudrait approvisionner. Mais c'est aussi l'armée, les pompiers, la police. Voilà, mais c'est aussi les collectivités, c'est aussi la poubelle connectée. Alors on en rigole comme ça quand on le dit, mais aujourd'hui, optimiser l'énergie d'une ville, la consommation énergétique globale d'une ville, des trafics, peut se faire si la collectivité a accès à l'ensemble des données qui peuvent être collectées par un opérateur. Ce que j'ai compris quand vous me l'avez expliqué, c'est que la 5G, finalement, dans les 5 ans qui viennent, ça va être, à travers le travail de tous les ingénieurs depuis des décennies, la fusion de toutes les normes pour arriver à ce que tous ceux qui communiquent, finalement, hein, du pompier ou du policier avec son propre réseau, à tout ce que vous venez de nous décrire, ben, tout ça sera sur une norme commune, ou en tout cas, il y aura une fusion des normes. Et donc, finalement, alors, c'est pas tout à fait ça, c'est de la vulgarisation un peu rapide, d'accord. Mais enfin, la réalité... Non, mais pardonnez-moi, Valérie Peugeot, mais dans les faits concrets, pour l'usager le plus simpliste, qui n'a pas besoin de comprendre comment ça marche, c'est comme ça, d'une certaine manière, que ça va se... Et donc, votre idée, c'est d'utiliser
ce qui va advenir avec la 5G pour être devant et faire mieux que tout le monde. Non, ça nous a permis de comprendre qu'en fait, les partenaires pour déployer la radio ne sont pas forcément uniquement les opérateurs de diffusion classiques, mais ça peut être aussi les collectivités locales ou d'autres acteurs qui vont s'investir dans la ville communicante, sachant que pour un acteur de radio associative, on est à l'échelle de la ville ou de la région, on n'est pas à l'échelle nationale, on ne cherche pas à développer des réseaux nationaux. Il faut chercher et voir sur une collectivité, une zone territoriale, quels sont les partenaires avec qui on peut développer le support technologique, les usages qui correspondent à cette collectivité, et pas essayer de se dire on veut penser comme Google à faire la 5G dans le monde entier. Donc c'est le recul, la 5G, enfin cette vision de la 5G nous a permis de prendre ce recul que la ville connectée était l'échelle sur laquelle nous devions travailler pour concrétiser à 5 ans, à 10 ans, en utilisant la technologie que d'autres vont nous fournir. Ce n'est pas le SNRL qui va concevoir la 5G. C'est les équipementiers, ce sont les opérateurs. Ils vont définir un ensemble d'outils. Et sur ces outils, quels sont les modèles qu'on peut appliquer? Dernière question, du coup. Pour l'avenir des radios associatives, ça va donner quoi? En quoi, là, qu'est-ce que vous essayez d'installer comme nouvelle dynamique avec tous les partenaires, tous les acteurs, pour sauver et pour maintenir un système de radio associative? Alors, on a travaillé avec donc, des partenaires technologiques, mais aussi des collectivités locales comme la ville de Paris, ce qui nous a permis d'avancer assez loin dans la réflexion. Et on a trouvé des pistes que je ne vais pas détailler parce que là, technologiquement, ça va loin, mais qui, en alliant des partenaires, la régulation, qu'il ne faut pas l'oublier dans les médias, il existe une régulation qui est la loi de 1880 pour la presse, de 1986 pour la radio et la télé, qui définissent des contextes pour garantir le pluralisme. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en prenant du recul, qu'il y avait aussi des valeurs qu'on défendait en tant que radio associative, de l'ESS, des valeurs de pluralisme, de diversité, d'équilibre, d'égalité, qu'on retrouve dans les lois sur les communications et qui sont des atouts pour essayer de restructurer aussi notre secteur. Donc aujourd'hui, on a trouvé une piste technologique, on l'a présentée au niveau des ministères, au niveau des partenaires, et on est en train de la construire pour réussir à rebondir avec les technologies qui existeront et se positionner en tout cas à court terme pour y aller. J'ai envie de dire, c'est du bonheur compliqué, mais c'est que du bonheur aussi alors. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai essayé de rendre ça un peu, voilà. Non, mais il faut pas se faire d'illusions. On ne fait pas un parcours comme ça et on ne va pas. Si on y arrive dans 10 ans, vous serez peut-être là pour le dire, mais je ne sais pas si on y arrivera. Je vais être un peu flatteur, mais quelque part, vous venez de faire la démonstration que dans l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on soit d'abord compétent pour être devant et pour perdurer. Et c'est ça le point clé. Pardon. Non, à ce stade, je voudrais, parce qu'on est déjà très en retard, et parce que je voulais quand même qu'on ait la capacité de bien comprendre tout ça et de voir ces deux beaux exemples. Et en même temps, on est très en retard et la table ronde suivante, il n'y a pas de raison qu'elle soit trop entamée. Et donc à ce stade, je voudrais voir s'il y a des questions ou des interventions de la salle, et puis des questions SMS, si nous en avons. Je n'ai pas de retour ici, image, donc je ne peux pas voir mes retours qui ne fonctionnent pas. Donc on n'a pas, nous, les questions SMS si elles s'affichent là. Donc vous pouvez les mettre là, merci beaucoup. Quelle stratégie de développement? Alors, question pour vous trois. Quelle stratégie de développement du logiciel d'accompagnement des enfants autistes, commercialisation ou mise à disposition gratuite en open source, par exemple? Lisa Lopez, mais aussi Valérie Peugeot dans ce type d'initiative. Lisa Lopez, d'abord vous-même, parce que vous êtes concernée directement. Qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce qu'on va... c'est toujours la question de comment le rendre accessible à d'autres que ceux de votre expérience. Dans le micro, Lisa, le fait. Oui, nous, il faut vraiment qu'on travaille sur cet aspect-là, sur de la généralisation. Après, c'est vrai que nous, au niveau de la fédération, on est véritablement sur des dispositifs qui sont expérimentaux et innovants, c'est-à-dire qu'on va aider l'éditeur de logiciels à travailler sur le déploiement de son expérimentation, à montrer des résultats, à faire des bilans, mais on ne va pas être sur, effectivement, le développement et l'industrialisation. Donc, c'est vrai que ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup avec Gaël et qu'on essaie aussi, sur lesquels on essaie de travailler. Il y a plusieurs cas où il y a comme ça des belles inventions dynamiques. Comment on fait pour les... C'est une très bonne question qui a été posée parce que je pense que si dès le départ, vous ne construisez pas avec votre éditeur un modèle économique qui ne repose pas sur la propriété du logiciel mais sur du service, à ce moment-là, vous serez enfermé dans une solution. Et effectivement, penser du logiciel libre ou de l'open source
pardon, à la racine, c'est très important. Rappelons ce que c'est que l'open source. Alors, l'open source ou logiciel libre, c'est du logiciel dont le code est ouvert, dont tout le monde peut s'en servir, le modifier, le réutiliser, etc., à condition de le reverser dans la communauté. Et par rapport à un logiciel propriétaire de type Microsoft ou autre, ça veut dire que le modèle économique, et ça va nous ramener à une question qui a été évoquée, le modèle économique n'est pas sur la vente d'une propriété immatérielle, mais sur la vente du service. Et ça m'amène à un commentaire plus général sur ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux pour les acteurs économiques traditionnels, et notamment pour les acteurs de l'ESS, c'est effectivement de se réinventer à l'heure du numérique. Et on a 2 exemples là formidables de gens qui ont internalisé cette contrainte. Et se réinventer, ça veut dire aussi inventer les modèles économiques de demain dans une économie qui est une économie d'abondance. J'insiste sur ce point, c'est que la connaissance, le savoir, l'information, ça circule librement et c'est abondant. Ça veut dire que ça nous oblige à réfléchir autrement par rapport à nos modèles économiques d'accès historiques. Est-ce qu'il y a des interventions souhaitées, des questions? Monsieur ici voudrait intervenir, je vous en prie, présentez-vous s'il vous plaît. Je vais me présenter, donc je suis Guy Agege, le président de la FEGAPI. Je voulais simplement dire à Lisa félicitations, alors, qu'au regard de la qualité de sa prestation, je lui annule tous ses congés et j'ai prévu des rendez-vous avec toutes les ARS dans les 2 semaines qui viennent. Ok, merci beaucoup, je suis très flattée, très contente. Bon, merci pour cette boutade, mais est-ce qu'il y a d'autres volontés de complément? Non, pas de questions particulières. Si, non, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question SMS, le cas échéant? Pas spécial. Ne pensez-vous pas que le numérique ne peut que se développer concomitamment avec les autres secteurs économiques, ce qui en France est catastrophique pour ces derniers, afin de créer de nouveaux emplois? Ne pensez-vous pas que le numérique ne peut que se développer avec les autres secteurs économiques, afin de créer de nouveaux emplois? Valérie Peugeot. Mais le numérique, il est partout. C'est une question dépassée, si je peux me permettre, sans offense pour la personne qui l'a posée. Non, mais on est fait pour poser des questions dépassées, parce que comme ça, les gens intelligents nous répondent. Non, je veux dire, aujourd'hui... Bah ouais, il n'y a pas de questions dépassées. Les gens ont raison de poser les questions qui leur viennent à l'esprit. Je pense aujourd'hui, il n'y a pas de secteur économique dans lequel le numérique n'a pas sa part. Vous allez dans l'agriculture, vous allez dans le service, vous allez, enfin, tous les témoignages de ce matin l'ont montré. Donc, il n'y a pas un silo économique. C'est pour ça que quand on dit l'économie numérique, on regarde de façon historique, on regardait strictement le monde du logiciel, de l'équipement, etc. Un tout petit secteur. Mais en réalité, l'économie numérique, elle est totalement transverse à tous nos secteurs économiques. Et donc, c'est effectivement, et à l'ESS aussi, ce n'est absolument pas un secteur qui échappe. Merci infiniment. Je viens de faire tomber toutes mes fiches, donc comme ça, c'est un peu plus simple pour la suite. Vous tout inquiétez dans la pas. tête. Je voudrais, les uns et les autres, vous demander de remercier les intervenants de cette table ronde par l'applaudissement. Merci.